tous informés. Et maintenant, pour nous présenter notre invité de marque de ce matin, j'aimerais donner la parole à un de ceux qui façonnent, je dirais, de manière significative, le renouveau qui s'implante dans l'Est de Montréal. Il est un des grands partenaires de la Chambre et il en est également un de ses administrateurs. Et j'ai nommé donc Christian Iaccarini, président et chef de la direction de la Société de développement Angus. Alors, Monsieur Iaccarini, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Premièrement, je voudrais remercier la Chambre de me donner le privilège, mais surtout le plaisir de vous présenter notre conférencière aujourd'hui, qui est Mme Sophie Brochu, PDG de Hydro-Québec. Normalement, je devrais lire son CV, ses études, son parcours professionnel, ses honneurs, mais j'ai décidé de faire ça sur une note un peu plus personnelle. Sophie est une des grandes leaders présentement de la société québécoise. Bien sûr, les fonctions qu'elle occupe depuis 20 ans l'ont placée dans ce fauteuil, mais Sophie assume ce leadership comme peu de personnes le font, et j'en suis fort admiratif. Il y a à peu près 18 mois, j'ai assisté à une conférence de Sophie à la Jeune Chambre de commerce de Montréal, où elle parlait de concilier la fin du mois, c'est-à-dire ceux qui ont de la difficulté à se rendre à la fin du mois financièrement, avec la fin du monde, donc la crise écologique. Et de dire que sans cette conciliation-là, on frapperait un mur. Ça m'a beaucoup impressionné, ça m'a beaucoup marqué cette conférence-là. Et j'ai goût de dire aujourd'hui à Sophie que oui, tu es à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, puis j'imagine bien que dans tes fonctions, tu vas faire le tour de toutes les chambres de commerce du Québec. Mais tu es dans une chambre un peu particulière en ce moment, Sophie. Tu es dans une chambre où, bien sûr, la mission première, c'est de favoriser le développement d'affaires de nos membres. Mais tu es dans une chambre qui, depuis quelques années, a pris aussi une tangente qui est le développement du territoire, qui est une façon autre de dire qu'il faut concilier la fin du mois et la fin du monde. C'est-à-dire qu'il faut se lancer dans l'Est de Montréal dans un redéveloppement, dans une transition sociale et écologique et économique, mais qui ne laisse pas personne sur la touche. C'est ça l'enjeu qu'on a dans le territoire de l'Est de Montréal. On a un potentiel de développement absolument extraordinaire. On a 45 millions de pieds carrés vacants dans l'Est de Montréal qui peuvent permettre de développer des entreprises, des quartiers complets. Mais il faut effectivement le faire en tenant compte des populations qui y résident. Sophie, tu es PDG d'Hydro-Québec, c'est notre entreprise collective. Ce que je te demande, c'est qu'au cours des prochaines années, tu gardes un œil bienveillant sur notre territoire et que tu regardes comment Hydro-Québec peut participer à ce redéveloppement en conciliant, comme tu dis, la fin du mois puis la fin du monde. Alors, ça me fait grand plaisir de céder la parole à Sophie Brochu et à Christine Fréchette pour cette conversation. Merci. Merci beaucoup, Christian. Et un grand merci, Madame Brochu, pour prendre le temps d'échanger avec nous ce matin. C'est vraiment grandement apprécié. Donc, débutons. C'est un grand plaisir, Christine. Ça me fait plaisir de faire votre connaissance. Moi aussi. Christian, je te salue et puis je reconnais là l'ambassadeur extraordinaire de l'Est de Montréal que tu as toujours été. Et je te dis tout de suite que ce regard bienveillant-là, vous pouvez le prendre pour acquis. Je considère que c'est le rôle d'Hydro-Québec de jeter un regard bienveillant sur ses communautés. Puis comme tu le sais, ben, pour avoir œuvré une bonne partie de ma carrière au début de l'Est de la ville, c'est un coin du monde que j'ai dans mon cœur à moi. Alors voilà, Christine, je vous suis. Je suis entre vos mains savantes. Et puis, je salue tous les participants. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Merci. Donc, vous êtes en terrain connu, comme on dit, dans l'Est de Montréal. Ouais. Vous en faites et continuez d'en faire partie. Alors, commençons par le sujet dont tout le monde a hâte de ne plus parler, hein, mais qui demeure un incontournable, la COVID. On la subit tous, elle nous affecte tous, et ça de multiples manières. Alors, on se demandait qu'est-ce qu'il en est chez Hydro-Québec? De quelle manière la pandémie affecte-t-elle la croissance, voire les ambitions même d'Hydro-Québec? Bon, alors, on va saucissonner votre question, Christine.
Comment ça nous affecte financièrement, par exemple? Vous voyez, cette année, le budget, la cible budgétaire d'Hydro-Québec était de tout près de 2,9 milliards. Après 2 trimestres, on avait un recul d'à peu près 435 millions. J'avais annoncé il y a quelque temps qu'à mon sentiment, mon intuition, là, on allait être à quelques centaines de millions d'impact sur le bénéfice anticipé pour Hydro-Québec pour cette année. Je pense qu'on va être au nord de 2 milliards. Maintenant, c'est difficile de dire précisément combien. Puis, ça a l'air un peu étrange que je vous dis, mais il y a quand même le mois de novembre et de décembre. Et ce sont des mois qui au plan de la température, peuvent également affecter les résultats. Donc, je vous dirais, un dans l'autre, la pandémie, probablement 500-600 millions, quelque chose comme ça. On verra avec la fin d'année. Je ne suis pas en train de faire une prédiction précise parce qu'il faut être très humble. Alors donc, ça, c'est l'impact sur les finances d'Hydro-Québec. Pourquoi? Parce que la demande au Québec a diminué. Oui, on a augmenté un peu dans le résidentiel, mais on a perdu pas mal en commercial, on a perdu en industriel. Sur les marchés d'exportation, la demande a fléchi, les prix en ont pris pour leur coût. Alors, on a continué d'exporter sur le marché d'exportation, de vente, dis, sur les marchés d'exportation. On a par ailleurs gardé du volume parce que plutôt que de vendre à un certain prix plancher, on a préféré entreposer, se servir de nos réservoirs magnifiques pour entreposer l'électricité puis la vendre plus tard, là, quand les marchés se seront raffermis, ce qu'on a vu depuis, en fait, le dernier mois. Donc ça, c'est pas si mal de ce côté-là, bien qu'on ait été impacté. Puis, après ça, ben, il y a une question d'ambition. Et je vous dirais que si la pandémie affecte Hydro-Québec dans ses ambitions, c'est qu'elle nous fouette. On a le désir, comme jamais, de devenir meilleur, d'être plus contributif que jamais. Donc, si la pandémie a un effet, c'est pas tellement pour apaiser ou atténuer nos ambitions. Au contraire, ça les attire, elle les attise. Alors, on a l'ambition de travailler très fort à la transition énergétique dont Christian parlait, dont on parle toujours, de le faire de la manière la plus intelligente possible pour nos sociétés, parce qu'on a la responsabilité collective de faire cette transition-là, mais on a aussi la responsabilité collective de le faire au moindre coût possible. Et ça, c'est un équilibre à trouver. Donc, on a cette ambition-là. Évidemment, au passage, travailler à l'électrification des transports, mais aussi contribuer au rebond économique du Québec en réfléchissant comment on peut devancer certains investissements qu'on avait prévus dans quelques années. Question de lancer des grands travaux, de remettre de l'eau dans la pompe, puis d'initier des grandes filières comme l'hydrogène et tout. Donc, travailler au cœur de nos communautés, mais aussi à nos grands projets pour relancer l'économie du Québec. Intéressant d'entendre que vous pourriez même devancer des travaux. Là. Vous voyez donc comme un levier de relance et de redynamisation de l'économie. Une bonne chose. Absolument. Je terminerai, Christine, en disant qu'on a également l'ambition de s'occuper au mieux possible de nos clients, de nos employés aussi, comme n'importe quelle entreprise responsable aujourd'hui doit faire. On a très à cœur le mieux-être de nos clients existants, futurs. Donc, ils sont... vous êtes, ils sont, nous sommes au cœur de notre société collective qu'est Hydro-Québec. Merci pour ça. Si on se tourne vers un secteur ou un grand projet en particulier, d'ailleurs, qui pourrait contribuer à la relance, ce serait celui du transport. Donc, vous savez, le manque d'accès au transport collectif constitue un enjeu, un frein majeur dans l'Est de Montréal. C'est pourquoi la Chambre de l'Est, en collaboration avec la Société de développement Angus et de nombreux partenaires de notre réseau, on demande depuis 2 ans que le REM soit déployé dans l'Est de l'île. En fait, le raccordement de l'Est à un réseau de transport qui se développe à vitesse grand V, à l'échelle de la métropole, ça constituerait, là, à notre avis, un véritable game changer. Là, permettez l'anglicisme. Et tout indique en fait que le gouvernement et la Caisse de dépôt et placement du Québec s'apprêteraient à annoncer le déploiement du REM dans l'Est. On se croise les doigts et on travaille fort également pour faire en sorte que ça puisse prendre vie. Donc, 2 questions à ce sujet. À votre avis, dans quelle mesure l'arrivée du REM dans l'Est pourrait-elle plutôt constituer un levier de développement économique? Et puis, quel type de contribution Hydro-Québec pourrait-elle avoir dans le cadre d'un tel projet? Écoutez, je pense que vous savez ça beaucoup mieux que moi parce que vous l'avez étudié. C'est certain que quand on regarde l'île de Montréal et qu'on regarde comment la mobilité durable se développe, on voit bien qu'il y a
c'est quoi? C'est 500 000 de population dans votre coin du monde? Est-ce que je me trompe? 850 même. 850, bon. Mais nous, on débute au boulevard Saint-Laurent. Pas tout le monde a la même définition de l'Est. OK, OK. Bon, alors disons que je me déplace un petit peu vers l'Est. Il y a au moins 500 000 de personnes qui, aujourd'hui, quand on regarde les plans existants, qui se retrouvent un peu comme laissés pour compte, on peut dire ça, dans ce projet de mobilité durable-là. Et ça, c'est au cœur de ce qu'on a besoin de mettre en place pour assurer la vitalité sociale d'un coin de pays. Alors, c'est pas moi qui va décider si on doit faire ce projet-là ou non. Si vous me demandez comme économiste, oublions que je dirige Hydro-Québec, comme économiste, est-ce que ce projet-là est fondamental pour l'essor de votre coin du monde? C'est certain. C'est certain que c'est un projet absolument clé. Après ça, j'en mets mon chapeau d'Hydro-Québec. Puis je dis, si ce projet-là va de l'avant, Hydro-Québec va faire ce qu'elle fait toujours, elle va être à la table, on va avoir des conversations commerciales comme on a avec tous nos grands clients, comme on a eu dans tous les grands projets. Puis on va discuter entre Hydro-Québec et les partenaires de ce qui se fait à l'intérieur ce que j'appellerais du cadre commercial d'Hydro-Québec. Bon. Ensuite de ça, il y a des volontés gouvernementales qui peuvent s'exprimer de différentes manières. Aujourd'hui, à travers le Québec, il y a beaucoup de gens qui viennent voir Hydro-Québec parce qu'ils ont des idées, par exemple, d'électrification. Et c'est parfait. Et c'est la bonne chose à faire. Et nous, on va jusqu'où on peut aller compte tenu du cadre commercial et réglementaire qui est le nôtre. On est une entreprise réglementée, on a un cadre commercial, on a des tarifs, on a des normes, on a des marges de manœuvre, puis on les utilise à bon escient. Mais parfois, pour faire vivre des projets comme ça, on demande à Hydro-Québec d'aller au-delà de ce qu'elle fait normalement. Et vous comprendrez que rendu là, la décision appartient au gouvernement, s'il faut aller un peu plus loin, parce que ça devient une question de choix sociaux entre un moyen ou un autre, entre une région ou une autre. Et là, ce n'est pas à Hydro-Québec de faire ces arbitrages-là. En tout cas, moi, je ne pense pas. Ce sont des arbitrages sociaux. Alors, c'est pour ça que le gouvernement a la capacité, depuis quelque temps, d'émettre une opinion et de demander à ce qu'Hydro-Québec participe au coût fixe, par exemple, d'un projet. Et c'est là qu'Hydro-Québec va aller au-delà de ce qu'elle ferait sur un strict plan commercial, mais ça, c'est sur expression de la volonté du gouvernement pour que le gouvernement, qui est l'entité qui chapeaute tous ces arbitrages-là, puis qui a la vue globale, soit en mesure d'allouer ces fonds-là. Parce qu'évidemment, ces investissements-là qu'on fait, ces argents-là qu'on investit, ce sont des argents qui ne retournent pas au gouvernement. Donc, c'est sa volonté. Donc, on va être à la table. 2, on va tout faire ce qu'on peut au plan commercial. Puis après ça, s'il faut aller au-delà de ça, bon, on travaillera sur indication du gouvernement. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Oui, tout à fait. Ouais? Oui, ça pose le cadre. Puis en fait, c'est une danse qui se fait entre le gouvernement et Hydro, mais bon, vous œuvrez suivant la volonté aussi du gouvernement, ultimement. Ah, voilà. Mais on sait déjà que le projet est rentable du point de vue de la caisse de dépôt. Donc, en soi, c'était l'élément fondamental qu'il fallait. Après ça, il y a un arrimage qui se fera entre les grands acteurs. C'est ça. Si on se tourne vers l'économie verte, l'Est, vous le savez, est stratégiquement bien positionné. C'est un territoire qui est adjacent au port de Montréal, qui possède des axes routiers importants, qui est à proximité du centre-ville, qui a un bassin de main-d'œuvre, on l'évoquait là, vaste, de gens à la fois qualifiés, moins qualifiés, puis il fait rare sur l'île. Iaccarini faisait référence, l'Est est doté de plus de 40 millions de pieds carrés de terrains inactifs sur le plan économique, et ce, parfois depuis des décennies. Des terrains qui sont un héritage de son passé industriel. Donc, le potentiel de redéveloppement est considérable dans l'Est. Il est d'autant plus que pour la première fois, on a un gouvernement du Québec qui a priorisé le redéveloppement, la relance de l'Est de Montréal. Et pour réaliser et concrétiser cette relance, il nous semble que le secteur de l'économie verte ou encore des technologies propres est un des secteurs qu'on devrait consolider dans l'Est de Montréal afin d'en déployer tout le potentiel. Est-ce envisageable de penser qu'Hydro-Québec puisse être un partenaire de ce type de développement dans l'Est de Montréal, donc un partenaire de la relance vers une économie verte? Puis si oui, de quelle manière ça peut se traduire? Écoutez, d'abord, on est toujours très à l'écoute des projets des gens. La première job d'Hydro-Québec, puis ça, il ne faut pas la manquer, c'est de fournir l'électricité. Alors, vous allez me dire, voyons, c'est quoi le problème avec ça, Sophie? Ça a l'air simple, mais dans un contexte où la demande va s'accroître,
où l'électrification va être de plus en plus grande, où des besoins comme le REM vont demander des apports en électricité. Et dans un contexte où aussi, il faut le savoir, là, on s'en rend moins compte, là, mais il y a toute une génération d'actifs d'Hydro-Québec qui vraiment sont arrivés à durée de vie utile depuis plusieurs années, en fait. Et donc, ça a déjà débuté. Hydro-Québec a investi des sous vraiment pour supporter l'ossature d'alimentation électrique de l'Est de Montréal. Alors, on prend ça pour acquis des bouts, là, mais c'est pas aussi évident qu'on peut le penser. Donc, ces investissements-là ont été considérables. Et aujourd'hui, la première chose qui est intéressante de savoir, c'est qu'Hydro-Québec va être capable de supporter là, ce que j'appelle la colonne vertébrale électrique, va être capable de supporter le développement de l'Est de Montréal. Après ça, il faut qu'on travaille ensemble à développer ce que j'appelle le système nerveux, donc la distribution fine, s'assurer qu'on va être là pour vous supporter. Et après ça, quand la communauté a un projet, ils viennent nous voir, puis on en discute, puis on voit ce qu'on est capable de faire sur un plan commercial. Il n'y a pas de doute que l'économie verte, le sang qui nous coule dans les veines est pas mal vert. Ça en est une excellente chose. Et je pense que ça vous sert bien sur le marché des exportations, que ce sang vert, parce qu'on cadre avec les nouvelles réglementations qui visent à faire en sorte d'approvisionner l'économie à partir d'une économie de sources renouvelables. Si on veut. Ouais. Puis en fait vous touchez un point intéressant, Christine, parce que moi, je suis habitée vraiment par une vision très forte qui est de plus en plus, je pense, palpable là, et possible. C'est qu'on soit capable de raisonner à travers cette ossature-là électrique qu'on bâtit entre le Québec puis New York, puis le Québec et davantage avec le nord-est américain. C'est d'imbriquer des possibilités, pas juste d'échanges électriques, mais d'échanges sociaux, d'échanges économiques. Et, tu sais, je m'en venais ce matin sur l'autoroute, puis là, je me disais, bon, qu'est-ce que je pourrais lancer comme idée un peu left field, là? Il doit y avoir, dans le nord-est de l'Amérique, mettons dans la région de New York, quelqu'un qui vous ressemble. Il doit y avoir un espace autour de New York qui ressemble à Montréal-Est. Puis je me dis, si on était capable de mettre ensemble des forces vives qui réfléchissent à leurs enjeux communs, de part et d'autre, puis là, je dis New York, ça peut être n'importe quelle autre ville, mais il reste quand même qu'on n'a pas 50 métropoles. Au Québec, on en a une, là, et que vous êtes en marge de cette métropole-là, du cœur, là, il doit y avoir une réalité qui coexiste avec d'autres mondes en Amérique du Nord. Puis moi, j'aime beaucoup ce qu'on est en train de faire au Québec, de tisser des infrastructures, des liens forts en infrastructure. Mais je vais vous dire, perso, là, je parle autant à des instituts de recherche aujourd'hui, à des universités, puis de l'intérêt de nous mailler entre universités du Maine, du Vermont, de New York, du Mass, du New Hampshire et de Montréal et du Québec. Puis je me dis, il y a quelque chose à réfléchir sur ce qui pourrait se faire, par exemple, entre vous et ces grandes villes-là. Vous allez me dire, c'est complètement fou, là, mais je pense pas. Je pense pas que ce soit fou. Puis de voir comment vous pouvez échanger un dynamisme économique, pas juste entre nous au Québec, mais avec ce coin-là du monde. Il y a du monde aux États-Unis, tabarnouche, tu sais. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Et ils vont avoir soif de solutions vertes. Une soif inextinguible. Ils ont dit, écoute, 2050, il faut qu'on soit carboneutre. C'est une affaire extraordinairement compliquée. Donc, ils vont avoir une soif de technologie. Au Québec, on a ça. Puis si vous implantez des entreprises qui vont réfléchir à ça puis qui vont travailler dans cette direction-là, moi, je pense que vous avez là une piste d'intérêt commun avec des gens qui vont avoir soif de ce que vous allez développer. Et donc, les meilleures pratiques, on pourrait dire, l'objet des discussions que vous voyez, ce serait à la fois pour faire émerger les technologies vertes, l'économie verte sur une plus large échelle, tout comme pour convertir un territoire comme celui de l'Est de Montréal vers un nouveau secteur? En fait, c'est que, je vais vous dire, aujourd'hui, on dit qu'il faut électrifier. Il faut l'électrification. La transition énergétique, c'est l'électrification. Moi, je réponds oui puis non. L'électrification ne pourra pas tout faire. L'électrification va faire un bout.
mais on va avoir besoin de travailler en collaboration avec plein de solutions. Et c'est pas juste d'effectuer une transition qu'on a besoin de faire. On a besoin de la faire au moindre coût possible. Quand le monde est riche, qui paye 1200 $ ou 1250 $ pour leur électricité, ça va. Quand tu n'as pas de sous, puis que tu augmentes de 50 $, c'est énorme. Quand tu n'as pas de sous, puis que tu ajoutes des taxes indues, c'est tough. Fait que c'est quoi indu? Là, il faut déterminer qu'est-ce qui est indu au plan de la taxation, par exemple, du carbone. Moi, ce que je dis, c'est que notre responsabilité collective, là, pas juste chez Hydro, c'est de travailler à la transition énergétique. L'électrification, c'est un moyen, mais ce n'est pas tous les moyens, puis il faut que l'électrification soit optimale. Alors, quand je regarde l'Est de Montréal, je dis, voilà un microcosme hallucinant. D'abord, du monde dynamique, vous êtes dynamique, vous avez du terrain, vous êtes un peu exsangue, puis vous travaillez à votre mobilité, puis vous êtes en train de réfléchir, de dire, tant qu'à mettre une pièce pour sortir de la pandémie, est-ce qu'on peut faire d'une pierre deux coups, puis travailler à deux crises en même temps, puis de se mettre dans l'élan d'une transition énergétique? Je dis ça, cette combinaison socio-économique énergétique, elle est probablement plus présente, puis plus importante encore que jamais par rapport à un endroit qui serait doté de monde bien, bien riche, puis de grosses entreprises très, très riches. Tu sais, avoir besoin d'argent dans la vie, là, ça développe la cocologie. Puis, dans votre coin du monde, vous en avez plein de cocologie. Puis, je me dis, de partager cette réalité-là avec des gens qui sont, par exemple, en marge de New York et qui doivent vivre exactement la même frustration avec les mêmes objectifs. Je dis New York, ça peut être n'importe quelle ville, ça peut être Boston, mais moi, je pense que ce lien-là est fort. Puis je pense que le lien entre le Québec et le nord-est des États-Unis, il peut être renforcé. Puis là, si j'avais du pouce à faire sur cette question-là, Christine, si vous me permettez, c'est quand je dis c'est pas tout d'électrifier, là, il faut être électrifié intelligemment. Puis vous pouvez être certain, on l'a commencé en efficacité énergétique, vous avez investi beaucoup en efficacité énergétique dans votre coin du monde, et j'encourage là, tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui ne sont pas en ligne, à aller chercher le maximum des programmes, que ce soit d'énergie ou d'Hydro-Québec en efficacité énergétique. Il faut qu'on consomme moins d'énergie. Puis notre job, nous autres, les distributeurs, là, que ce soit Énergie, puis je peux le dire parce que je sais qu'ils disent la même chose, là, parce que c'est ça, puis Hydro-Québec, notre job, là, c'est d'aider nos clients à consommer moins de ce qu'on leur vend. C'est d'avoir le plus de monde possible qui vont venir à l'électricité, ça, c'est ça qu'on veut, mais chacun de ces clients-là doit consommer le moins possible. Puis ça passe par l'efficacité énergétique. Puis on la recrinque, notre efficacité énergétique. On avait des programmes, on les a augmentés, on a des nouveaux programmes d'affaires. Vous êtes du monde en affaires. Venez, terrorisez-nous pour qu'on vous donne tout ce qu'on peut en matière d'efficacité énergétique. C'est bon pour les entreprises. C'est bon pour Hydro-Québec parce que pour nous autres, ça nous évite de construire des ouvrages ou au moins ça les retarde. C'est bon pour l'environnement parce que même si c'est de l'électricité, il reste qu'il y a une empreinte. Comme dans tout ce qu'on fait, il y a une empreinte. Donc, il faut aller là-dedans au maximum. Puis, et ça dégage davantage de marge de manœuvre pour l'exportation par ailleurs. Bien aussi, puis de l'exportation. Tu sais, l'idée d'Hydro-Québec, là, c'est de prendre toute notre électricité qu'on peut pour se développer. Puis après ça, on a des capacités excédentaires. Ces capacités excédentaires-là, on est capable justement d'exporter. Puis regardez bien, en efficacité énergétique, là, depuis 2003, on a réduit la consommation d'électricité du Québec de 10 TWh. 10 TWh, là, c'est le contrat du Massachusetts. C'est l'équivalent d'un barrage, là. C'est immense, là. Alors, tu sais, il y a quelque chose de très réel. Alors, c'est certain que ça frappe moins l'imaginaire que de dire on va bâtir un barrage, là, mais nous sommes tous des mini-barrages en ville. Fait qu'il faut consommer moins d'énergie. Fait que ça, la balle de l'initiative est dans votre camp, puis nous autres, on va répondre présent. On a tous une influence, bref, sur cette aspiration. D'ailleurs, si on regarde notre parc immobilier là, industriel et commercial, là, comment est-ce qu'il se classe, ce parc immobilier en matière d'efficacité énergétique? Est-ce que, somme toute, on se classe bien?
ou il y a plutôt un coup de barre à donner parce qu'on n'est pas à niveau? Et de quelle manière, là, Hydro, vous accompagnez les entreprises, les industries pour justement améliorer leur performance énergétique? Bien, c'est ça que je dis, là. On en a fait beaucoup déjà. Puis moi, ce que je dis, c'est qu'il y en a beaucoup à faire encore. Je pense qu'on a investi pas loin de 50 millions. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais je pense qu'on a investi 50 millions là, à travers les dernières années en efficacité énergétique chez vous. Et puis, l'effort que vous avez consenti sur l'ensemble de l'efficacité énergétique au Québec, je pense que c'est quelque chose un petit peu au nord de 10 là. Fait que c'est significatif. Fait que vous êtes là. Vous en avez fait, mais il faut continuer. Est-ce qu'on sait la part qui provenait du commercial et de l'industriel dans cette réduction? On le sait sûrement, mais là, ça dépasse mon champ de compétences. Ouais. Là. Il y a trop de... je bois à la hausse à pompier, là, puis là, quand je rentre dans les sous-ensembles, là, je ne maîtrise pas ça encore. Je suis désolée. Oui, il n'y a pas de quoi. On comprend. Donc, en tout cas, l'appel est lancé, les programmes sont là, puis pour tout entrepreneur qui veut s'inscrire là-dedans, ben, il n'y a que des gains, dans le fond, à en tirer. Là, parce que oui, écoutez, il y a 200 mesures, puis on peut payer jusqu'à 75 des coûts. Fait que ça, en termes de levier, là, sur un investissement, là, le monsieur de Desjardins va vous dire que c'est pas mal bon. Excellent. Si on y va avec une question sur la relance de la métropole, là, on le sait, la métropole montréalaise, là, notamment le centre-ville, là, bon, subissent très, très durement là, les contre-coups de la pandémie, puis c'est pas fini. Alors, comment voyez-vous que Montréal et notamment le centre-ville là, se rétablissent là, de ce difficile épisode-là? Est-ce qu'on doit aussi profiter de cette crise-là pour opérer une transformation là, pour l'usage de nos espaces de bureau, de nos tours à bureau? Comment s'inscrit l'expérience d'Hydro-Québec aussi en ce sens-là? Je pense que personne ne le sait exactement, Cher. Là. Moi, je suis une fille optimiste de nature. Là, je suis dans le ça va bien aller. Okay? On est capable, on se redresse les manches. Aujourd'hui, je suis descendue au bureau, au centre-ville. Des fois, je suis à Rive-Sud, des fois, je suis au centre-ville pour des raisons sanitaires puis exemplaires de ce qu'on demande à notre membre. Aujourd'hui, là, à travers le Québec, tous les employés de bureau d'Hydro-Québec sont en télétravail. Ça veut dire à peu près 12 000 personnes. On a 8 000 personnes à pied d'œuvre, au pied des poteaux, au pied des lignes de transmission électrique, sur le terrain. On est 12 000 en télétravail. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis au siège social, puis on doit être à peu près une vingtaine. Ça, c'est la réalité. Il y a les espaces à bureau. Moi, je vais vous dire ce sur quoi j'ai un regard très, très assidu présentement. Là, je vous réponds comme économiste, là, pas comme chapeau d'Hydro-Québec. Ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes qui sont en train de découvrir. Il y en a qui aiment beaucoup ça, il y en a qui détestent ça, mais qui vont être capables de faire des études universitaires à distance. Puis moi, je pense que les jeunes, puis les jeunes familles, mais les jeunes étudiants, c'est la vitalité d'un centre-ville. Fait que là, il faut qu'on trouve le moyen de ramener et de garder nos jeunes au centre-ville. Puis ça, ça pour moi, c'est la trame de fond sur laquelle on va construire. Après ça, des tours à bureau puis tout ça, je ne crois pas qu'on va rester en mode télétravail tout le temps. J'en ai pour preuve moi-même. Moi, je suis une fille, je vis à campagne. Dans mes dernières années chez Énergir, j'avais pas de bureau, j'arrivais, je m'assoyais où je pouvais. Ici, là, il n'y a rien que des bureaux, mais quand on va refaire les espaces de bureau, mais tu sais, je pense qu'on va avoir besoin de cette vie sociale-là. Si je vous dis, je vous parle de moi, c'est que moi, de chez moi, travailler, tu sais, je suis bien, j'ai de l'espace, j'ai tout ce qu'il faut. Mais moi, ça commence perso à m'user. Parce que avec le temps, il y a une densité qui se crée, puis ce manque-là social est réel. Alors, moi, je pense qu'on peut opérer une business, là. On peut opérer une business à distance. Ça, j'achète ça. Pour l'essentiel. On ne peut pas la faire croître. Puis on ne peut surtout pas faire nourrir puis faire évoluer une culture d'entreprise. Ça ne se fait pas avec la tablette. Là. Quand même que je m'arracherais le cœur avec notre main-d'œuvre, là. Je peux bien dégager quelque chose de sympathique, je peux bien les enthousiasmer, je peux bien les encourager, puis on fait tout ça. Mais tu sais, vraiment, là, faire croître l'organisation de manière soutenue, là, puis faire évoluer, tu sais, à un moment donné, le cœur, là, il a besoin de toucher à quelqu'un. Je ne pense pas qu'on va retourner complètement en habitant nos espaces à bureau, parce que le télétravail a fait réaliser à des gens que, ça coûte cher de travailler,
coûte cher rentrer au centre-ville. Puis c'est le fun aussi d'avoir une vie un peu plus équilibrée, question de déplacement. Moi, je pense que sur la majorité des gens, on va être en 2-3 après. 2-3 jours, travail, maison. Ça va être un équilibre pour beaucoup de monde. Mais on ne le sait pas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il faut travailler. Puis aujourd'hui, ben, c'est quand je sais très bien que quand on n'amène pas du monde au centre-ville, même si on n'était pas en zone rouge, les restaurants, ils font quoi, là? Puis le barbershop, puis le salon de coiffure à côté, dont on a tellement besoin quand on est là, il ne t'offre pas. Fait que c'est pas juste de dire qu'est-ce qui se passe dans les espaces de bureau, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'espace de vie. Fait qu'il va falloir qu'on réfléchisse à nos vies. Beaucoup de matière à réflexion. Oui. Vous me prenez sur un élément philosophique à matin. Là. Ben oui, mais il faut y passer hein, pour avoir la bonne façon de procéder pour la suite des choses. Il y a tellement de choses qui sont remises en question avec cette pandémie. Une dernière question avant d'ouvrir la période de questions avec nos participants. Ben, vous êtes engagés là, depuis longtemps pour la cause des femmes. Là, il y a plusieurs avancées qui sont survenues ces dernières années. Puis vous incarnez d'ailleurs vous-même une de ces avancées en étant la première femme à la tête d'Hydro-Québec. Mais plus globalement, si on regarde tant pour le Québec que pour le Canada, il y a beaucoup de progrès là, qui se font encore attendre. La présence des femmes à des postes de pouvoir économique, sur des CA de haut niveau, là, c'est parmi les endroits où l'évolution se fait bien lentement. Donc, à votre avis, quels moyens devrait-on utiliser là, pour accélérer la vitesse de développement par rapport à l'accès des femmes à des postes de pouvoir? Bien, en fait, il faut comprendre qu'un poste de pouvoir, qu'on soit un homme ou une femme, ça se travaille. Et donc, ce qu'on constate encore aujourd'hui, c'est que les femmes vont sortir, par exemple, d'une école professionnelle ou d'une université, peu importe. Ils vont rentrer sur le marché du travail. Puis, dans le monde corpo, à travers le temps, leur présence s'étiole au fur et à mesure qu'on avance dans la chaîne alimentaire, disons, de la gouverne d'une organisation, que ce soit une institution gouvernementale, privée, une compagnie, une manufacture, n'importe quoi. Et pourquoi? En fait, il y a deux grandes raisons, il y a deux grands vecteurs. Il y a un vecteur corporatif, avec des biais plus ou moins conscients, et puis un vecteur individuel, où la femme doit se sentir complètement confortable d'assumer son ambition, de l'exprimer et d'avancer. Donc, on a encore beaucoup à faire. Les organisations ont un rôle à jouer. Puis là, il faut qu'on passe dans ce que j'appelle, moi, un step change. Là. Il faut se dire, comprendre, nommer que les femmes ne sont pas la diversité. Puis là, moi, c'est un mot qui m'agace présentement. Ce n'est pas le mot diversité, c'est d'associer le mot diversité avec femme. Le fait qu'on ait besoin d'avoir davantage de diversité ethnoculturelle, d'orientation sexuelle, de liberté de religion, je suis toute pour ça. Les femmes, c'est pas une question. Nous ne sommes pas une minorité. Alors, nous sommes l'égalité. Il faut le dire. Puis ce que ça veut dire, ça, c'est juste ça. On est égal. Donc, on voudrait avoir, à grandeur de nos organisations, une représentation à tout le moins paritaire qui se rapproche de l'égalité en termes de nombre. C'est difficile. C'est difficile, puis justement parce que si les femmes quittent le marché du travail pendant quelque temps, c'est facile de les oublier. C'est facile de prendre des décisions pour elles. Je vais vous donner un exemple. On ouvre il y a un poste qui s'ouvre, par exemple, au bureau de Trois-Rivières, que sais-je, Mauricie, on va appeler ça Mauricie. Et on a une collègue, par exemple, qui est partie en congé de maternité ou qui s'apprête à partir en congé de maternité. Appelons-la Christine. Alors, Christine s'apprête ou est partie en congé de maternité, le bureau s'ouvre à Trois-Rivières, puis là, en dirigeant, on discute, puis on dit, bon, on envoie qui là? Donc, pour préparer la relève, qui on envoie là? Puis on se dit, on enverrait Christine, ben non, on vient d'avoir un enfant. Puis là, on continue. On n'a pas fait ça méchamment. On a eu un bien inconscient de dire que Christine vient de prendre son congé de maternité, donc elle ne voudra pas prendre Mauricie. Puis Christine n'entendra jamais parler du fait que des gens l'avaient considéré puis qu'on a pris une décision à sa place. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On n'a pas été méchants. On voulait donner une chance à Christine, mais un bien inconscient nous a amenés à éviter ça. Ça, c'est anodin, mais de ça, il s'en répète là, des centaines de décisions comme ça par jour. On a besoin des femmes. Et on a besoin d'avoir des femmes en nombre suffisant si on veut craquer les minorités. Si on veut avoir la diversité et la représentation des minorités
autour des tables, ça n'arrivera pas si on n'a pas une représentation à tout le moins paritaire puis idéalement égalitaire des femmes. Si tu as 10 personnes autour d'une table, que tu as une femme, ben, tu vas être une voix sur 10, tu vas exprimer quelque chose, mais c'est à peu près impossible de faire évoluer la pensée collective. Et moi, ce que j'ai vu, là, ce que j'ai observé, puis moi, mon épiphanie est arrivée tard, elle est arrivée à 50 ans, là, pour toutes sortes de raisons, là, dont l'FA. Et ce que j'ai réalisé, c'est que quand sur un groupe, par exemple, de 10, tu as 4 femmes, tout à coup, tout le propos devient différent. Pas juste les femmes, les hommes élargissent leur carrure. Il y a comme on permet des nuances qu'on ne se permet pas quand il y a juste des gars ou une femme autour de la table. Je suis capable de le dire, j'ai été longtemps une femme autour de la table. Puis c'est beau, ça. Avant, si tu as une culture, une seule culture, puis c'est pas parce que la culture des hommes n'est pas bonne, là. On serait un groupe de femmes, juste des femmes, c'est pas yard non plus, là. En fait, c'est pas mieux. Ce qu'on veut, c'est cet équilibre-là. Puis cette complémentarité-là, elle est formidablement importante. Elle est 90% du temps, on voit les choses de la même manière. Mais il y a un 10% sur des opportunités ou sur des risques où là, cette nuance-là est formidable. Puis plus il y a de femmes autour de la table, plus la nuance des hommes est belle. Puis plus collectivement, on est riche. Pas juste parce qu'il y a plus de femmes, puis que les femmes ont quelque chose, mais parce que les hommes deviennent plus larges, plus holistiques. On devient juste plus brillant. Mais c'est de l'ouvrage. Puis je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple dans la vraie vie. Moi, je suis une femme. Je travaille avec les femmes. Je fais la promotion des femmes. Quand je suis arrivée chez Hydro, une des premières affaires que j'ai voulu, c'est mettre un comité de direction. Je n'étais pas capable d'arriver à l'égalité, mais paritaire. Puis une de ces femmes-là, c'est une femme qui dirigeait notre département, notre groupe informatique. Elle a choisi, puis là, M. Desjardins va être content, de continuer sa carrière, puis je salue ça, c'est parfait. Elle est partie chez Desjardins. Fait que là, je cherche quelqu'un qui va s'occuper de l'informatique. Je comprends que si je mets un homme, ben là, j'ai reculé. Fait que ça veut dire qu'il faut que je mette une femme à quelque part autour de ma table. Alors, ça a l'air simple, là, mais c'est pas simple. Donc, c'est exigeant. Il faut rester extrêmement vigilant. Et je vous demande, Christine, aujourd'hui, au Québec, combien de femmes dirigent une compagnie cotée en bourse? J'ai pas le nombre, mais pas l'impression que c'est bien haut. Moi, je vous dirais qu'il y en a une. Ouh. Puis c'est Madeleine Paquin. Ah, c'est ouais. chez Logistec. Parce que dans le temps, on était deux quand Énergir était public. Fait que c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et c'est pas mauvais. Regardez, j'ai quitté Énergir, j'ai été remplacée par un homme. Monique Leroux a quitté Desjardins, a été remplacée par un homme. Isabelle Hudon a quitté Sun Life, a été remplacée par un homme. Vous allez me dire, il y a des hommes qui sont remplacés par des femmes. Oui. Mais vous comprenez qu'à chaque fois que c'est pas une femme, on recule. Puis c'est pas parce qu'on est méchant, c'est pas parce que Guy Cormier n'est pas intelligent, il est super, puis même affaire pour Dumas, puis même affaire pour tout le monde, là, Éric Lachance. C'est pas ça le point. Le point, il est statistique. On est dans la mathématique des statistiques. Fait que ça prend beaucoup de femmes pour s'assurer qu'on a une zone paritaire. Fait qu'il faut y aller, il faut lever la main, il faut que les entreprises soient vigilantes. Mais je ne sous-estime pas la côte à monter. Puis si on veut que notre société québécoise, dans son monde corporatif et institutionnel, représente la société qu'il y a dehors, on n'arrivera pas à avoir une représentation intelligente des minorités ethnoculturelles si on n'a pas l'égalité des femmes. Ça, c'est prouvé. C'est prouvé. Bon, statistiquement. Le défi est vaste, mais encore là, tout un chacun, on peut avoir une influence. Absolument. Vous l'avez bien imagé. Merci Absolument. pour ça. Et parlant de femmes sur des conseils d'administration, j'aimerais en profiter pour saluer la plus-value, la contribution de Marie-Claude Durand sur notre conseil d'administration, vraiment. Elle est d'une grande aide sur plusieurs dossiers, à la fois à l'interne pour l'organisation de nos comités, nos événements, tout comme pour les dossiers de nature économique. Donc, je peux vous dire que vous êtes très, très bien représentés. Bon, voilà, bravo. je tenais à vous Je ne suis pas surprise, mais je suis heureuse de l'entendre. Alors, passons maintenant à la période de questions. On a déjà quelques questions qui sont entrées. J'ai notamment... Je pensais qu'on était là-dedans, la période des questions. Là, on était dans quoi? Oui, en fait, avec nos participants, okay. je précise. Parce qu'effectivement, vous avez déjà répondu à beaucoup de questions. Alors, on en a une qui provient du président du conseil d'administration de la Chambre, donc Guy Lagagnière, du groupe C. Lagagnière. Il dit, considérant que le REM s'en vient dans l'Est, est-ce que Hydro-Québec a déjà les installations requises pour fournir la demande supplémentaire en électricité? Écoutez, je ne peux pas rentrer dans le détail du détail, là, parce que je ne connais pas encore quelle va être la demande du REM.
Ce que je sais, c'est qu'il y a eu des renforcements importants dans les dernières années. Puis ce que je sais, c'est que si ça en prend, ça va prendre autre chose, c'est certain. Ça va prendre des infrastructures additionnelles. Puis on va doubler d'ardeur pour y arriver en même temps que le REM, là, ce qui manque. Ça, je peux vous dire ça. Parfait. Merci pour ça. Alors, j'ai M. Coutu, donc le maire de Montréal-Est, qui demande « Quelle est votre vision et plan d'action au niveau de l'électrification des transports à l'échelle du Québec? Est-ce utopique d'avoir des projets ambitieux pour desservir les populations ou les régions, comme dans plusieurs pays, malgré les distances? Pour l'Est de Montréal, nous avons l'ambition de créer une zone d'innovation au niveau des technologies propres. Pourrait-on travailler ensemble en amont pour réaliser cette ambition? » Donc, il y a à la fois la zone d'innovation. Oui. Bien, écoutez, je vous mentirais si je vous disais que je connais les contours de votre zone d'innovation, ce que vous avez en tête. Il doit y avoir des gens chez nous qui sont déjà au fait de ces plans-là. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? La réponse est oui. Est-ce qu'on peut électrifier tous les transports mobiles au Québec? La réponse est non. Parce que ce n'est pas le meilleur moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, et là, je vais dire quelque chose qui, pour certains, va être irritant, pour d'autres, va être évident, mais c'est intéressant de le nommer. Si notre objectif, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de le faire au moindre coût possible, souvent, là, ça va être l'électrification. Et l'électrification, c'est pas une fin, c'est un moyen. Alors, il y a plein d'endroits au Québec où, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout d'abord, ce que ça prend, c'est du transport en commun intelligent. Qu'il soit au diesel, qu'il soit à l'électricité, ça se peut, mais qu'il soit au diesel, ça améliorerait beaucoup les émissions de gaz à effet de serre du Québec parce qu'on aurait dans ce coin-là du monde une offre de services de transport en commun qui permettrait aux gens de délaisser l'auto solo. Alors, après ça, est-ce qu'il y a une densité, est-ce qu'il y a un système, est-ce qu'il y a une population qui supporte une électrification? À voir. Donc, c'est pas jusqu'au boutiste. Puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on parle d'électrification optimale, électrifier une flotte d'autobus, c'est une chose. Mais si après ça, pour faire le refill des autobus, il faut que tu refasses tous les garages, bon, correct, il faut refaire des garages. Les garages, ça coûte cher en maudit. Donc, quand on regarde tout ce qui doit se faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'électrification fait un grand bout, mais elle ne fait pas tout. Puis la job qu'on a comme société, c'est de s'élever et de regarder l'ensemble des coûts. Après ça, quand on regarde les coûts de l'électrification, puis qu'on regarde l'alternative, il faut qu'on se dise que l'alternative n'incorpore pas tous ces coûts. Parce que l'alternative, il y a des émissions de gaz à effet de serre, puis on utilise l'air, on utilisait jusqu'à tout récemment l'air pour rejeter des émissions, puis on ne la payait pas. Un peu comme les papetières, pendant des décennies, utilisaient l'eau pour rejeter ses déchets, puis ils n'utilisaient pas de droit d'eau, puis ils ne payaient pas pour ça. Puis bon. Alors, à partir du moment où il y a eu des coûts qui ont été associés à l'utilisation de cette ressource-là, les gens se sont réglés et ont travaillé différemment. Alors, tant que la filière des énergies, puis surtout du mazout, des dérivés du produit pétrolier, n'incorporera pas l'ensemble des coûts de l'utilisation, on va toujours comparer l'électricité à quelque chose qui coûte vraiment moins cher. Mais ça coûte vraiment moins cher. Fait que moi, je ne veux pas, je ne démoniserai jamais, par exemple, une petite famille qui est allée s'installer sur la Rive-Sud parce qu'elle n'était pas capable de se payer un terrain à Montréal ou une maison à Montréal, qui n'était pas capable de se payer les taxes, puis qui arrive sur la Rive-Sud, puis qui a 2 enfants. Puis là, c'est extraordinaire, la madame travaille, le monsieur travaille. Puis on a mis ça en place au Québec, là, des garderies, hein, pour permettre aux femmes d'entrer sur le marché du travail. Puis nous autres, les employeurs, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné des horaires flexibles, hein, conciliation, travail-famille. Mais ce que ça fait, ça, c'est qu'il y a un des deux qui va reconduire les enfants le matin, puis c'est l'autre qui va chercher les enfants le soir. Ça fait quoi? Ça fait 2 autos. Bon. Est-ce qu'on va les démoniser parce qu'ils prennent une auto? Vous essayerez de faire ça, là, ça arrive sud, de prendre un kid, d'aller le reconduire en autobus avec sa poche de hockey, d'aller reconduire la petite à sa game de soccer, de revenir faire l'épicerie, puis de rentrer à Brossard. Bonne chance. Bon. Est-ce qu'on va démoniser ces gens-là parce qu'ils utilisent la voiture? Est-ce qu'on va les surtaxer alors qu'ils ont de la misère à arriver? C'est cet équilibre-là qui n'est pas évident à trouver. Fait que je reviens, monsieur le maire, sur votre affaire. Vous êtes sur l'île, vous allez avoir un transport collectif extraordinaire,
vous allez avoir un parc avec des technologies parfaites. Puis après ça, il faut déployer ce que vous allez déployer là où il y a une valeur ajoutée claire qui réduit les émissions de gaz à effet de serre au moindre coût possible. Ça veut dire travailler avec les filières complémentaires. On ira prendre un café, M. le maire. Excellent. Ben, merci beaucoup. J'ai une question de M. Paquin, Jean Paquin de SAF Plus Consortium. Question pour Mme Brochu. Que pensez-vous du développement de l'industrie de carburant durable produit par la capture de CO2 dans l'est de la ville? Et puis, j'enchaîne tout de suite avec une question, cette fois anonyme. Est-ce que l'hydrogène vert est sur le radar d'Hydro-Québec? Si oui, comment Hydro-Québec compte-t-elle s'impliquer dans cette initiative? Alors, je vais commencer par la monsieur ou la madame. Monsieur Paquin, carburant durable. Oui, mais je vais commencer par l'hydrogène parce que je l'ai entendu en dernier. Là. Alors, définitivement. Définitivement. L'hydrogène, ben encore là, l'hydrogène, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est un moyen pour atteindre un objectif. Alors, des fois, c'est du carburant, des fois, c'est de l'injection dans des réseaux, des fois, c'est de l'utilisation pour un producteur comme nous d'une énergie excédentaire, puis de faire d'équilibrage. Peu importe. L'hydrogène, s'il y a une place sur la planète Terre où on peut développer une hydrogène verte avec un écosystème qui est le plus supportant, moi, je pense que c'est le Québec. Et l'hydrogène verte, faite avec l'électricité verte, va être un vecteur de la transition énergétique chez nous, mais aussi autour de nous. Ça, j'y crois beaucoup. Maintenant, Hydro-Québec, là, elle ne fera pas ça tout seul. Puis il y a des gens qui sont déjà impliqués dans toute cette filière-là de l'hydrogène. Fait qu'on va travailler avec la filière existante, puis on est en train d'y réfléchir. Puis l'hydrogène, là, tout le monde en parle, là. Tout le monde a un bout de la recette, mais personne n'a fait lever le gâteau encore. Là. Donc, on va y aller, mais on va y aller avec une ambition. Et moi, je pense que de la même façon que le Québec a réfléchi aux batteries il y a 10 ans, 15 ans, ce qui nous permet d'être là où on est aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut partir aujourd'hui d'une filière hydrogène pour faire en sorte que ceux qui vont nous suivre dans 20 ans et qui vont jaser de ce magnifique développement que vous allez avoir réussi dans l'Est de Montréal, ils vont être contents maudits qu'on ait développé cette filière-là. Oui, on va la développer. On va la développer avec l'écosystème existant. On va y aller avec détermination, mais lucidité. Puis l'autre question, c'était… C'était sur le carburant durable par oui, la captation de CO2. Oui, la captation de CO2, ben oui, ben gardez bien l'affaire. Moi, je pense que la réponse est oui. Puis ce que je crois, c'est que le futur de l'hydrogène, là, c'est le suivant. Alors, on va produire de l'hydrogène, puis là, il y a plein d'utilisations de l'hydrogène. Parmi toutes les utilisations de l'hydrogène, c'est très intéressant, ça, et que tu peux en injecter un certain pourcentage, entre 5 et 10 mettons, dans le réseau de gaz naturel. Et ça c'est un gaz qui est complètement renouvelable, il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre. Fait que si tu as pris de l'électricité verte, que tu as produit une hydrogène verte, que tu l'injectes dans le réseau de gaz naturel, bien, tu es en train d'électrifier indirectement une charge qui, autrement, serait demeurée complètement thermique fossile. Fait on est capable d'utiliser notre électricité pour aider le gaz naturel qu'on consomme chez nous à être plus propre. Super. Checkez bien la patente. L'idée, dans le temps, un peu après, c'est de prendre et de capturer le CO2 puis de le mettre avec de l'hydrogène verte. Et là, ce que tu produis, c'est un gaz naturel complètement renouvelable. Complètement renouvelable, puis là, tu peux l'injecter, c'est complètement renouvelable, c'est complètement fongible, c'est le même gaz naturel que celui qu'on distribue, mais il serait complètement vert. Le jour où on réaliserait ça, on serait capable de dire au Québec, n'importe quelle usine, venez au Québec, vous avez besoin de gaz naturel, il est vert. Vous avez besoin d'électricité, elle est verte. On serait la place verte dans le monde. Bon, ça, c'est une idée. Puis évidemment, je tire ça dans le pare-brise des équipes ici, là, puis dans le pare-brise du Québec, mais c'est vers ça qu'il faut aller. Fait que capture de CO2, production de carburant, hydrogène, oui. Le Christi de défi là-dedans, c'est que c'est compliqué. C'est pas simple. Il faut choisir. Puis inévitablement, là, on va prendre la garnotte. Puis je le vois déjà d'ici, là, quelque part, là, dans quelques années, là, il y a un journal qui va dire Hydro-Québec a investi tant de millions dans cette affaire-là, puis ça n'a pas marché. Bien, j'ai espoir aussi que le même journal va dire mais ils ont investi plein d'affaires qui, elles, ont marché. Fait qu'on ne battra pas 1000 comme au baseball. Le meilleur batteur au baseball faisait 390. Fait que 390, ça veut dire que 6 fois sur 10, il soignait dans le beurre. Mais il gagnait des millions, c'était le meilleur. Fait, il faut ça aussi. Il faut se permettre ça aussi, de ne pas être parfait.
très inspirant de vous Ouais, entendre. en tout cas, mais c'est ça. Mais c'est tough jaser avec un écran, là. J'aimerais ça avoir des corps chauds, là, J'avoue. mais tout ça pour dire que vous êtes dans un coin du monde qui a souffert. Puis vous l'avez tenu à bout de bras. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes à l'aube de quelque chose de merveilleux. Gardez ça, puis vous pouvez compter sur Hydro-Québec pour vous appuyer dans ce que vous allez vouloir faire. On va aller au bout de ce qu'on est capable de faire. Puis si le gouvernement d'Aventure supporte le développement du REM avec la Caisse de dépôt, on va être là pour vous alimenter en électricité, puis vous accompagner dans votre rêve, puis de faire tout ce qu'on peut pour s'aider. Vous savez, Hydro-Québec, c'est une grande maison. Hein. C'est votre maison, là. C'est notre maison à tous. C'est vraiment une grande maison. Mais la plus belle beauté de cette maison-là, c'est qu'elle est partout. Elle n'est pas à une place. Puis on ne veut pas être en avant des communautés. On veut être au centre. On ne veut pas être en avant de vous autres, puis on ne dit pas qui nous aime nous suivre. Vous voulez aller où, puis on va essayer de vous supporter. Ça ne sera pas parfait, vous allez être choqués, ça n'ira pas assez vite, on le sait. On va tout faire pour vous satisfaire. Mais le will est là, la volonté des hommes et des femmes est là. Alors voilà, c'est le message que je voulais vous laisser ce matin. Un immense merci pour ça. C'est vraiment très inspirant de vous entendre. Puis je pense qu'on est vraiment entre bonnes mains avec vous qui dirigez cette société d'État de très grande importance, avec laquelle j'ai grandi d'ailleurs. Vous êtes entre les mains de 20 000 hommes et femmes, pas entre les miennes. Vous êtes quand même à sa tête. Et on en est bien fiers. Donc, sur ce, je vais passer la parole à M. Desjardins, comme vous l'avez appelé. En fait, Guy Nadeau, donc, qui est directeur général de Desjardins Entreprises Est de Montréal, puis également partenaire chef de file de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Donc, je vais lui laisser vous adresser un mot de remerciement au nom de nous tous. Merci, Mme Fréchette, et merci à l'organisation de cet événement de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal de me donner cette opportunité-là de vous adresser quelques mots suite à un discours, un échange avec Mme Fréchette si inspirant. J'avoue, sincèrement, il y a un mot qui me vient en tête, c'est votre authenticité. Et j'ai pris tellement de notes, je vous dis, j'en ai presque une page au complet de toutes sortes d'expressions, tirer dans le pare-brise. En tout cas, j'en ai boire au pompier, au boyau de pompier, etc. Ça, j'ai vraiment beaucoup ri. Vous êtes une femme extrêmement authentique et c'est ce qu'on apprécie aussi, d'avoir des gens à la tête d'une organisation comme Hydro-Québec qui ont une authenticité, une véracité dans leurs propos et on voit que vous ne jouez pas de game, mais pas du tout. Donc, je veux vous remercier pour votre présence ce matin. C'est un réel plaisir pour moi de m'adresser à vous ainsi qu'à tous ceux qui sont ici, là, présents avec nous. Sur une note un peu plus personnelle, je vais vous avouer que je comprends très bien M. Robert ici qui disait que quand il devait parler avant vous ou après vous, il se sentait petit parce que vous êtes une communicatrice exceptionnelle. Et ça, on en a eu la preuve ce matin, là, vraiment à 8h30, à être aussi allumé comme vous l'avez été ce matin. Je pense que c'est une grande preuve de votre agilité. Votre expérience professionnelle dans le secteur de l'énergie, votre vision et votre aspiration à être au service des gens qui ont des idées me font croire qu'Hydro-Québec va poursuivre son évolution culturelle et assurer une transition énergétique dont on parle depuis si longtemps. Vous avez parlé d'hydrogène vert. Ça, moi, ça m'a allumé beaucoup. Et puis, je pense qu'on va sûrement avoir pris ça en note. J'imagine que M. Coutu, le maire de Montréal-Est, a pris ça en note et vous allez sur votre téléphone, va sûrement sonner, en tout cas dans vos équipes, c'est certain. Vous savez, nos deux organisations, qui est le Mouvement Desjardins et Hydro-Québec, sont présentes partout au Québec. Vous l'avez évoqué que Hydro-Québec est partout au Québec et vous savez que Desjardins est aussi partout au Québec. On a contribué à la transformation de cette société québécoise-là. Et les derniers mois ont apporté leur lot de difficultés et on a dû faire preuve d'une grande adaptation et démontrer beaucoup d'agilité, les deux organisations que vous chapeaudez ainsi que Desjardins. Pour cette raison, j'ai bien apprécié vos propos au sujet de la pandémie et les impacts sur la croissance des ambitions de Québec. Vous avez mentionné d'entrée de jeu dans votre échange. Vous avez également abordé les contre-coups de la pandémie dans la relance de la métropole, soit un élément qui me tient particulièrement à cœur. Cette pandémie représente une opportunité de transformer nos espaces à bureau, vous l'avez mentionné aussi, nos tours à bureau et même nos organisations urbaines. Je pense que tout ça doit faire l'objet d'un repensé et je pense que les dirigeants de nos organisations doivent être à la table pour pouvoir repenser ces éléments-là. J'ai apprécié aussi vous entendre sur comment faire rebondir Montréal. Je pense que Montréal souffre beaucoup, tout particulièrement
le centre-ville et je pense qu'on a besoin d'organisations comme Hydro-Québec pour le faire avec nous. Je vous cite, vous dites que l'ambition est multiple, elle porte plusieurs noms, plusieurs visages. L'ambition, c'est avoir le courage de vivre sa vie à son image. Eh bien, je suis entièrement d'accord avec vos propos. D'ailleurs, la parité entre les hommes et les femmes, et je n'ai pas dit la diversité parce que je pense que c'est un mot qui vous chatouille. La parité entre les hommes et les femmes est une priorité, entre autres au Mouvement Desjardins. Plusieurs programmes ont été mis en place pour propulser l'ambition des femmes. On appelle le réseau des femmes en mouvement chez Desjardins, qui a comme vocation d'encourager, d'inspirer, de favoriser la progression de carrière des femmes, tout particulièrement dans le secteur du service aux entreprises. Par ailleurs, plusieurs femmes à l'emploi de Desjardins ont eu la chance de participer aux différents défis de l'effet A, dont vous êtes l'une des leaders depuis ces tout premiers jours. Et vous avez mentionné tantôt que nous avons acquis une personne extraordinaire, Joanne Duhem, qui est maintenant notre chef des technologies. Guy vous en remercie, pas moi, l'autre Guy, de nous l'avoir si gentiment envoyé. Et puis, je pense que Mme Duhem aura une grande carrière au sein du Mouvement Desjardins. Écoutez, nous avons des enjeux communs là, à travers, quand vous avez parlé, pardon, des enjeux communs par rapport à d'autres métropoles dans l'Est de l'Amérique du Nord. Moi, ça m'a interpellé énormément. Je pense que ça, il faut absolument prendre la balle au bon de ce côté-là. Puis je pense qu'il y a des gens qui devraient communiquer avec plusieurs personnes du côté des États-Unis. Vous avez parlé de New York, de Massachusetts, de Boston, etc. Il y a des grandes métropoles dans ce coin-là qu'on devrait peut-être penser ensemble. Et quand on est ensemble, généralement, on arrive à des meilleures idées. Je termine en vous disant, en vous remerciant une fois de plus pour cette conversation très enrichissante que vous avez eue avec l'Organisation de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Vous parlez de la beauté, de la puissance, de l'interdépendance des individus. J'entends souvent que vous parlez de ça dans vos différents discours. Eh bien, ceci rejoint exactement les valeurs fondamentales de Desjardins. Et chez nous, on appelle ça l'intercoopération. C'est comme quoi, peut-être que les valeurs et l'ADN des gens de Lévis, que vous êtes d'origine, et Desjardins et de Lévis, probablement qu'il y a sûrement une connexion qui se fait de ce côté-là. Vous avez mentionné que vous avez le sang vert, mais je pense que aussi, chez Desjardins, on a plus que le sang vert. Et ça va bien au-delà de la couleur de notre logo, je peux vous le confirmer. Je sens que nos organisations peuvent collaborer encore plus et j'ai hâte de voir ce que nous pouvons réaliser en lien avec les enjeux du territoire de l'Est de Montréal. On l'a mentionné tantôt, c'est un territoire extraordinaire à développer. Et il y a des gens autour de la table qui sont prêts à y travailler de façon très sérieuse. Grâce à votre sens des affaires et votre leadership, je suis persuadé que nous réussirons à renforcer les liens qui unissent tous les Québécois et les Québécoises et ainsi être collectivement plus forts. Merci beaucoup, Mme Brochu, de votre présence ce matin. C'était fort apprécié. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir pour moi. Puis j'anticipe vraiment le plaisir de pouvoir faire ça bedaine à bedaine à un moment donné. Merci pour vos bons mots qui sont trop gentils par ailleurs. Merci beaucoup. Merci, M. Nadeau. Merci Mme Brochu. Vraiment, ça a été très inspirant, stimulant, intéressant et instructif. Et pour vous laisser un petit souvenir, je vous souligne qu'on va vous faire parvenir cet infuseur, en fait, qui est à l'effigie d'une de nos stratégies qui s'appelle « Ça se passe dans l'Est ». Alors, vous pourrez, voilà. Je vais penser à vous en l'utilisant. Merci infiniment. Pensez à nous, à ces occasions. Donc, merci à tous pour votre présence et votre participation. Donc, à partir de maintenant, j'inviterai que les partenaires à rester en ligne et je vous dis à tous les autres, merci d'avoir été là et puis à très bientôt. Allez consulter notre site Internet qui d'ailleurs va changer d'allure cette semaine pour voir nos prochaines activités. Merci à tous.